Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Avortement, a été réalisée le 29 novembre 2020. Quand la pression devient trop forte, beaucoup préfèrent abandonner. Comme je l'ai dit moi-même, j'ai souvent pensé à tout arrêter, à lâcher prise, à éliminer la vie comme facteur de pression. C'est la contemplation de la mort comme son contraire, comme la légèreté, la libération. Il est logique que beaucoup de gens trouvent dans la mort une libération, alors que d'autres voient dans la mort la fin de cette pression qui les pousse à avancer dans la vie. Il existe 2 types de personnes et au sein de ces groupes, il existe des sous-groupes. Il y a d'abord ceux qui voient la mort comme une fin et ceux qui voient la mort comme un commencement. Parmi ceux qui voient la mort comme une fin, on trouve ceux qui aiment la vie et ceux qui ont peur de ce qui se passera après. Dans le groupe de ceux qui voient la mort comme un commencement, on trouve ceux qui détestent la vie et ses pressions et ceux qui reconnaissent que la vie est éternelle et continue même après la mort. Beaucoup voient la mort comme la solution à leurs problèmes et beaucoup comme la raison de leurs problèmes. Hier, j'ai parlé du suicide, et c'est un sujet délicat, car beaucoup de personnes se sont suicidées, ou veulent le faire, et leurs proches font tout pour les en empêcher, ou ne savent pas quoi faire une fois que c'est arrivé. Tout d'abord, il est important de rappeler que les dimensions et toute existence sont une projection et l'expression d'un esprit que nous partageons tous. Cela dit, nous pouvons comprendre que toute réalité est la construction d'une pensée. Vous vivez selon vos croyances ou vos limites. Dans la 3e dimension, vivre en accord avec ses croyances et ses limites est très strict et précis, car cela dépend de schémas très rigides et déterminants d'un esprit collectif, qui ne se trouve pas dans le cerveau, mais dans l'organisation atomique. On croit souvent que la pensée est quelque chose d'humain ou de mammifère, et que l'intelligence se trouve dans les synapses neuronales du cerveau. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit intelligent se situe au niveau moléculaire, où les atomes s'ordonnent et se partagent de manière intelligente. La pensée neuronale est l'un des nombreux développements évolutifs de cet ordre mental moléculaire intelligent. Cela signifie que lorsque l'on dit « tu es ce que tu crois de toi-même », si tu changes ta pensée, tu changes ta réalité. Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Et l'un d'entre eux est précisément de reconnaître que l'esprit ne provient pas de l'ego, mais du cosmos, ordre. Il est donc nécessaire que l'esprit pensant, l'émotion réactionnaire et le corps errant se combinent entre eux en harmonie et en cohérence pour que votre vie se transforme réellement en fonction de votre pensée. Cela nous amène à comprendre ce qui a été expliqué hier. La gravité de la question, la gravité elle-même. Elle est due à la contraction des particules dans un atome. Lorsque l'électron négatif et le proton positif sont attirés l'un vers l'autre, il y a plus de pression, plus de transformation, plus de vitesse, une plus grande perception du temps. Plus les atomes et les particules sont détendus, moins il y a de transformation, plus il y a de flexibilité. Mais en même temps, moins de perception du temps et de l'espace. Ainsi, à travers les dimensions, ce qui se passe n'est pas qu'un être quitte un corps ou une dimension pour entrer dans une autre, mais ce qui se passe est la perception de la façon dont les atomes se détendent, lui permettant de percevoir une autre réalité. Cela signifie que lorsque vous mourrez, ce que vous verrez de l'autre côté du tunnel
n'est rien d'autre qu'une projection intemporelle de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez. Ainsi, les réalités conditionnées de la troisième dimension s'étendent dans la réalité intemporelle de la quatrième dimension, où une personne vit sans transformation et dans une apparence d'éternité, des processus similaires à ceux vécus et créés dans la vie. Chacun a son propre ciel et son propre enfer. C'est exact. Cela nous amène à comprendre que les dimensions sont un ouroboros constant d'expansion et de contraction d'ondes et de particules, et que ce que nous appelons le ciel et l'enfer n'est rien d'autre que l'expansion ou la contraction de ce que chacun de nous exprime, expérimente, intègre ou transcende. C'est pourquoi le suicide n'est pas recommandé, car les émotions et les raisons qui m'ont poussé à le faire se projettent dans la quatrième dimension, dans un sentiment d'éternité. Comme tu peux le constater, il n'y a pas de jugement des âmes. Le jugement est propre à chacun et s'appelle la cohérence de l'être. Chaque dimension est l'origine de la suivante. Chaque niveau vers lequel tu te déplaces est en réalité un écho du principe de l'original. C'est pourquoi, en fuyant d'une dimension à l'autre, tu ne fais que générer davantage d'échos de l'origine qui finiront par te troubler de plus en plus. Fuir l'origine, bien sûr, c'est impossible. S'éloigner en indo-européen, apo, ab, de l'origine, de l'indo-européen air, mouvement, dont dérive le mot grec oros, montagne, et le mot latin oriri, origine, naître, surgir, donne lieu au concept avortement. Qui est aujourd'hui lié à l'interruption de grossesse. Oui, mais qui possède beaucoup plus de connotations. Avorter un projet, avorter un navire, avorter un lieu, avorter une idée, avorter une sécrétion, avorter la vie, avorter la mort. Avorter la mort? Cela peut être avorter l'idée de se suicider, ou avorter une autre dimension pour naître dans celle-ci. Bien sûr, c'est-à-dire tout ce qui implique de laisser quelque chose d'essentiel pour partir de là. C'est exact. Ortho est le concept d'origine, de naissance, du lieu où les choses surgissent. Ortho solar est le lieu du lever du soleil. Orthodoxe est celui qui suit les doctrines originales, bien que son étymologie provienne du grec orthos, qui signifie droiture, droit. Et ortho signifie cul en Argentine pour info, je dis. En raison de son origine grecque, orthos, comme je l'ai dit, droit, provenant de la partie finale vers l'anus, mais en définitif, ortho fait référence à la naissance, à l'origine, au début de la vie. Et pour l'univers, tout est un écho de l'origine. Tous les temps, passé, présent et futur, sont des échos d'une pensée originale. Tout espace, soleil, planète, réalité, dimension, est à son tour la concrétisation de l'origine sous différentes formes et perspectives. On est plus proche de l'origine des choses que l'on ne le croit. C'est pourquoi sur le chemin spirituel, nous sommes invités à aller vers l'intérieur, car c'est là qu'on nous trouvons toutes les réponses. Car l'origine est en nous, et c'est pourquoi on nous enseigne le concept du je suis. Parce que le je suis est l'origine, et chaque individu est une porte vers cette origine. C'est pourquoi s'échapper de l'origine, de l'expression, de la création elle-même, s'échapper d'une forme en cherchant une nouvelle, en niant la précédente, c'est s'éloigner de l'origine et créer de plus en plus de tunnels et de labyrinthes. Et c'est ce que nous appelons l'avortement. Je sais que le sujet qui préoccupe le plus tout le monde aujourd'hui est celui de la gestation liée à ce thème. Mais sans comprendre au préalable ce que signifie réellement l'avortement, nous ne pourrons jamais comprendre ce qu'il implique au niveau social. C'est un sujet délicat à aborder. C'est pourquoi c'est un sujet pour le scorpion. Ouf, bon, alors en tenant compte du fait que l'avortement, c'est s'éloigner de l'origine, c'est refuser la responsabilité de rester à un endroit, c'est fuir une réalité. Alors, comment voit-on l'avortement utérin d'un point de vue spirituel?
Il est considéré de la même manière comme une fuite devant la responsabilité de la vie. Allons-y étape par étape pour comprendre. Tout d'abord, pourquoi penses-tu que nous parlons de ce sujet le jour des genoux? Je suppose que cela a un rapport avec notre histoire. Naître et mourir après chaque génération dans l'histoire d'un groupe, d'un clan, d'une famille, d'une société, d'une culture, c'est un avortement constant. C'est avancer en laissant quelque chose derrière soi. Chaque fois que nous changeons une façon de penser qui va à l'encontre de nos croyances familiales ou socioculturelles, nous avortons dans nos pensées. Chaque fois que nous rompons une relation et que nous continuons à avancer, nous avortons sur le plan émotionnel. Et chaque fois que nous quittons un lieu, que nous abandonnons la responsabilité d'une question familiale ou d'un projet, nous avortons sur le plan physique. Abandonner ou nier l'origine de quelque chose, c'est tourner le dos au clan, au groupe, c'est rompre avec la continuité d'une histoire. Est-ce mauvais? Non, mais c'est traumatisant. Garde à l'esprit ce qui suit. Ce que tu considères comme étant toi, ce n'est pas toi. Ton corps, on pense que le corps est quelque chose de personnel, qui nous appartient. C'est mon corps et j'en fais ce que je veux. Mais la vérité est très différente. La vérité est que ton corps ne tient qu'au niveau conceptuel. En réalité, chaque cellule de ton corps est une réplique multipliée des cellules d'origine, et elles sont les mêmes depuis des millions d'années, à quelques changements et mutations près. Ton corps appartient à tout un groupe d'individus, et chaque décision que tu prends à son sujet, tu la prends pour tout un clan génétique. Lorsque tu prends des décisions qui vont à l'encontre de tout ce clan, tu génères une rupture et un traumatisme qui devront être réparés. Maintenant, il se peut que l'information du clan soit machiste et que vous deveniez soudainement féministe. Les cellules de votre corps lutteront pour vous rappeler le machisme et vous serez confronté encore et encore à des situations machistes uniquement dans le but de générer un traumatisme. Mais si au lieu de rompre avec toute la lignée, je leur parle du changement, je leur fais une constellation familiale, une thérapie, j'enseigne à mes ancêtres le pouvoir du corps, de la liberté, alors la transformation ne sera pas traumatisante, elle sera éducative. C'est-à-dire qu'elle fera ressortir le meilleur d'eux-mêmes, tout leur potentiel, et les ancêtres favoriseront cette transformation au lieu de la combattre. L'individualisme conceptuel humain vous fait croire qu'en changeant un concept mental, le corps suivra comme un chien docile et obéissant, comme s'il s'agissait d'un simple organisme sans intelligence ni mémoire propre. C'est tout à fait logique. Cela m'est arrivé moi-même, avec la question de l'homosexualité, celle d'avoir ma propre maison, de confier les affaires à ma mère. Tous des concepts que mes ancêtres auraient rejetés. Et c'est pourquoi cela a été si difficile au début, car nous avons dû faire la paix avec tout le monde. Et le corps nous a fait payer le prix fort pour cela, évidemment. Maintenant, ce que vous dites, c'est du point de vue de la reconnaissance que nous devons assumer la responsabilité de nos décisions et de la manière dont nous agissons par rapport au corps. Mais aujourd'hui, c'est un débat très intense. En effet, pendant des millénaires, dans la plupart des cultures, le corps de la femme a été considéré comme un produit manufacturé, c'est-à-dire comme une propriété de la génération humaine. Et clairement, un jour, cela devrait être inversé, afin que la femme reprenne le pouvoir sur son corps. Il y a là matière à réflexion et à débat. Les femmes ont été maltraitées et rabaissées en tant que simples productrices pendant des millénaires. C'est vrai, mais elles l'ont fait pour leur plus grand don, la gestation. La gestation est un don cosmique, c'est la capacité de donner la vie. Ce n'est pas un devoir, c'est un cadeau. Le devoir a été imposé par les cultures dans le besoin d'augmenter la population dans des contextes historiques où la pénurie de personnes impliquait un manque de travail, de nourriture, de défense.
Le devoir des femmes était de mettre des enfants au monde pour répondre à ces besoins fondamentaux, dans un monde où l'espérance de vie était comprise entre 30 et 40 ans. Après la révolution industrielle, l'espérance de vie a augmenté car des machines se chargeaient désormais de nombreux aspects. La santé s'est améliorée, tout comme le système social, la défense et les bourgs. Ainsi, avec plus de droits, année après année, les femmes ont trouvé une place de pouvoir, se libérant de leurs devoirs historiques et pouvant occuper d'autres espaces. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est tout d'abord que les cultures machistes qui imposaient aux femmes leurs devoirs de gestation et d'éducation des enfants étaient motivées par un contexte de survie et non par la sexualité ou le genre. En fait, la plupart des femmes encourageaient cette organisation sociale. Un machiste naît avant tout de l'éducation d'une mère, d'une grand-mère, d'une tante à la maison. Aujourd'hui, c'est différent. C'est la première fois en plusieurs millénaires d'histoire que la procréation n'est pas un problème. Il y a trop d'humains. Aujourd'hui, le machisme qui subsiste est conceptuel et archaïque, sans sens pratique ni logique dans le contexte actuel. Vestige d'une société malade du passé, une société que tous ont contribué à créer, pas seulement les hommes. Une société peut avoir des esclaves, mais une culture n'a que des complices. Cela nous amène à ce que, dans le renversement du devoir de gestation, la femme revendique son corps comme sien, comme un temple sur lequel elle peut faire ce qu'elle veut. Et c'est là qu'il y a une erreur. Quand deux personnes vivent dans une maison, l'une ne peut pas décider pour l'autre. Sinon, c'est de la dictature. L'imposition du pouvoir du plus fort ou de l'adulte sur le plus faible. Un avortement gestationnel est, au niveau cellulaire et énergétique, un viol, un abus et une agression envers le plus jeune de la maison, qui n'a pas voix au chapitre pour se défendre. C'est comme un père ou une mère qui, vivant ensemble dans un petit foyer, enferment leur enfant de 5 ans dans une chambre et le battent à mort à coups de bâton depuis la porte simplement parce que sa présence perturbe l'harmonie de la vie que les parents avaient souhaitée. Cette image est trop forte, parce qu'un enfant de 5 ans n'est pas la même chose qu'un gamète, c'est-à-dire un fœtus, ou encore moins un zygote, qui est en cours de développement. Quand l'âme entre-t-elle dans le corps? L'âme est énergie et elle est toujours présente dans toute chose. On pourrait mieux dire à quel moment l'âme se reconnaît comme entière, avec tous ses chakras actifs. Cela se produit vers le 2e mois de gestation chez l'être humain. Avant cela, l'âme est également en développement. Mais l'esprit, l'âme et le corps coexistent à chaque instant depuis le spermatozoïde et l'ovule. L'origine de la vie, rappelez-vous, c'est la vie elle-même. Nous ne pouvons pas débattre de l'origine d'une vie ou d'une personne, car l'histoire et les informations d'un être sont éternelles. Un zygote mutilé, un enfant battu à mort ou un adulte assassiné ont pour l'univers la même charge énergétique. Alors, Passons maintenant au plan mental. Sur le plan mental, seule la perception des choses existe. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de charge négative. L'avortement pourrait y être interprété comme un simple mécanisme d'autodéfense, permettant de poursuivre sa vie individuelle. Autrement dit, sur le plan mental, l'avortement n'a pas de poids karmique. C'est une décision personnelle d'autorégulation et d'autodétermination. donc, du point de vue mental, contrairement au point de vue émotionnel et physique, l'avortement n'est pas mal vu. Exactement. De la même manière qu'un astéroïde détruit des milliards d'années d'évolution en quelques heures, comme cela s'est produit il y a 65 millions d'années avec les dinosaures. De la même manière qu'une plante a besoin de mois ou d'années de développement pour donner ses fruits, qui sont récoltés pour être consommés en seulement 15 minutes dans un plat familial. De la même manière que les cellules meurent chaque jour pour laisser place à de nouvelles. De la même manière qu'une tempête, un ouragan, un volcan
détruisent toute une région pour libérer une tension spécifique. Le système cosmique n'a pas de morale, seulement la génération ou la libération de tensions. Alors, avorter oui ou avorter non? Cela dépend. Il existe deux types d'avortement, l'inconscient et le conscient. L'avortement conscient? L'avortement inconscient est celui qui considère que, en tant que propriétaire de son corps, on peut faire ce que l'on veut de la vie qui s'y trouve, en étant complètement irresponsable dans la gestion de la grossesse. Je fais référence aux personnes qui trouvent dans l'avortement une échappatoire à leur incapacité à gérer leur sexualité en tant qu'adultes responsables, en utilisant les soins préalables tels que les nombreux types de contrôles qui existent aujourd'hui pour prévenir les grossesses ainsi que les maladies. Les soins et la prévention commencent lors des rapports sexuels et non lors de la grossesse. Cela montre le manque d'éducation en matière de vie et de tabou. Tant d'années à nier la sexualité ont conduit les gens à ne pas savoir comment prendre soin d'eux-mêmes, à ne pas parler du sujet dès l'enfance, à ne pas savoir identifier les abus, les viols, et à ne pas savoir gérer les relations intimes. C'est ce qui conduit au désespoir tant de femmes qui tombent enceintes et décident d'avorter, dans des cliniques clandestines, par manque de ressources, par peur ou par honte. D'autre part, l'avortement conscient implique de reconnaître que cette grossesse peut entraîner une maladie, tant pour la mère que pour le bébé, ou que l'embryon est le fruit d'un viol qui cause des dommages psychologiques à la mère et des problèmes au bébé. Conscient signifie qu'il existe une logique qui conduit à cette décision née d'un conflit et non d'une irresponsabilité. Par conséquent, l'avortement du point de vue du corps et de l'âme génère un poids karmique qui se répétera encore et encore, entraînant l'histoire de tout un clan, causant des dommages à long terme, tandis que pour l'esprit, il s'agit d'une résolution des conflits et des tensions. Et dans ce cadre, il y a l'avortement irresponsable, qui impliquerait d'abandonner la vie pour un désir, tandis que l'avortement responsable consisterait à abandonner la vie pour une circonstance logique de viol. Il est important de sortir des débats politiques et philosophiques pour résoudre ce problème. Si c'est ce dont nous voulons parler, il y a des femmes qui souffrent d'abus, de honte et de peur, qui ont besoin d'aide et l'avortement est l'une de leurs issues. Et il y en a beaucoup d'autres qui, dans leur quête pour reprendre le contrôle de leur vie, ont pris le drapeau de l'avortement comme moyen de libération. À grande échelle, c'est comme si l'Espagne avait décidé d'avorter ses colonies, sans assumer la responsabilité de leurs habitants, les condamnant à mort. D'une certaine manière, c'est ce qu'elle a fait. Eh bien oui. Et dans cette tentative d'avortement des colonies, les enfants non désirés se sont soulevés et ont créé les républiques des Amériques. Lorsque nous regardons les choses sous différents angles, nous remarquons que la moralité défend et s'oppose parfois au même concept à la fois. C'est pourquoi il ne faut pas politiser cette question. On ne peut faire que deux choses. Lesquelles? Résoudre les conflits réels actuels de milliers de femmes qui souffrent de cette dure réalité avec un meilleur système de santé et un soutien psychologique. Et la seconde consiste à concevoir un meilleur système éducatif qui aborde la sexualité dès la maternelle, dès la crèche, afin d'aider les enfants à identifier les abus sexuels et sexistes, et qui leur enseigne dès leur plus jeune âge comment prendre soin d'eux-mêmes et reconnaître une relation sexuelle correcte, consentie et protégée. Le reste n'est que des positions philosophiques. Qui peuvent nous mener à des débats interminables. L'origine de la vie, le contrôle de son propre corps, l'avortement légal sont remis en question. C'est ce qui me dérange le plus, demander un avortement sans remise en question. C'est comme assassiner quelqu'un et demander le droit de ne pas être jugé. Je le répète, plus vous vous concentrez sur le jugement et non sur l'éducation à partir des faits, mais à partir de l'idéologie, plus vous perdez votre temps. Nous avortons tous quelque chose dans nos vies, au-delà de la responsabilité de la femme sur son don de gestation. Tous ceux qui abandonnent leur projet par peur ou par honte
qui décident de se suicider, de tourner le dos à leur famille ou à leur amour. Tous ceux qui cherchent à fuir leur vie, à partager leur vie ou à donner la vie, vivent à partir de l'avortement. Et il est important d'arrêter de fuir. Car si tu recherches la lumière, l'illumination, la clarté, l'avortement ne te mène qu'à l'ouest, au couchant, loin de la seule vérité, à savoir que l'aurore, la naissance, se trouve à l'est. Il suffit de contempler et de cesser de fuir la responsabilité d'être là où tu dois être, pour voir le soleil se lever à l'horizon et illuminer ton visage. L'aurore, Eliac, le lever du soleil, la naissance de l'origine. Là, tu te souviens que tout est un cycle, et que peu importe ce que tu fais ou où tu vas, tu reviendras toujours à l'origine.